C'est en 1976 que l'Assemblée nationale adoptait la Charte des droits et libertés de la personne. Cet événement historique permettait alors de déclarer que tous les citoyens du Québec devenaient égaux en valeur et en dignité. Le dépôt de cette déclaration permettait également de poursuivre un objectif d'harmonisation auprès des différents acteurs de la société québécoise. Pourtant, plusieurs luttes antérieures ont façonné le contenu et l'adoption de cette charte. Conséquemment, l'exposition Interreconnaissance, une mémoire citoyenne se rencontre de l'Écomusée du Fier-Monde nous raconte surtout la manière qu'a été introduit le contexte historique. Je présente sans plus tarder Catherine Dubé, responsable à l'éducation citoyenne à ce musée. Donc, bonjour Catherine. Bonjour. La première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que l'Écomusée du Fier-Monde et quel type d'exposition qu'on y retrouve? Oui, donc l'Écomusée du Fier-Monde, c'est un musée qui a une double posture. Donc, c'est un musée d'histoire, c'est aussi un musée du citoyen. On s'intéresse à l'histoire d'un quartier qui a été grandement marqué par la période de l'industrialisation depuis la seconde moitié du 19e siècle et jusqu'à la période contemporaine, donc jusqu'à aujourd'hui. Et puis, dans une perspective d'éducation populaire, on va essayer d'y tenir pour la plupart du temps des expositions collaboratives, donc qui ont été créées et bâties avec la participation des différents acteurs et actrices du quartier. On va y tenir des expositions qui touchent aux thématiques liées au travail, à l'engagement citoyen et aux différentes luttes sociales. Donc, le projet Interreconnaissance s'inscrit dans ces thématiques-là. Mais pourquoi avoir créé une exposition portant sur les différentes luttes qui ont mené à l'adoption de la Charte des droits de la personne? Bien, je dirais rapidement que cette exposition-là s'inscrit dans nos deux volets, qui est donc volet histoire, volet citoyen. Au niveau de l'histoire, c'est parce qu'on va retracer les faits saillants qui ont ponctué les différentes luttes menées par les différents groupes marginalisés. Et puis, pour ce qui est du volet citoyen, cette exposition-là va donc donner la parole, si on veut. Ça va être une tribune pour les personnes marginalisées qui ont été entendues à travers le processus de recherche. Donc, il y a eu un volet de recherche au niveau des archives, mais il y a aussi un grand volet de collecte de témoignages et d'histoire orale. Donc, on a vraiment inclus ça dans le corps de l'exposition. Quand même, une recherche fouillée, on pourrait dire. Là. Oui, bien une recherche à différents volets, si on veut, oui. Justement, sur votre portail Internet qu'on a pu consulter, l'exposition cible 5 grands terrains de lutte. On parle de groupes LGBTQ+, et de personnes en situation de handicap, de lutte féministe, de santé mentale, ainsi que de migration réfugiés. Pourquoi avoir ciblé principalement ces groupes-là? Bien, pourquoi pas? Ouais. Je pense que c'est une évidence pour nous parce que ce sont des personnes qui ont été souvent marginalisées dans l'histoire, mais qui ont aussi grandement contribué à forger nos droits. Et c'est des personnes de ces 5 secteurs-là, vous les avez nommés, donc secteur femmes, LGBTQ+, migration, secteur handicap et secteur santé mentale. Ce sont des personnes qui, même si on a adopté une charte des droits et libertés, elles doivent encore quotidiennement se battre pour faire valoir leurs droits, leur dignité. Au niveau judiciaire, oui, mais au niveau systématique, donc au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de les impliquer dans toutes les étapes du projet. Donc, les personnes sont dans le cadre de l'exposition, mais aussi dans la recherche, comme je l'ai expliqué. Puis, aussi, pour répondre à votre question, c'est aussi que les chercheurs dans le comité scientifique de la recherche de l'exposition ont aussi des maillages dans différents milieux militantistes. Donc, ça a été tout naturel d'impliquer les gens du milieu dans ce processus-là. OK, parfait. Mais en même temps, à quelle période qu'on s'attarde exactement à l'exposition Interreconnaissance, une mémoire citoyenne se raconte? Je dirais environ 50 ans, 60 ans d'histoire. OK, quand même, ça ratisse large, on peut dire. dire. Oui, quand même. Et comme je l'expliquais, on voit 1976 comme un point de départ pour marquer qu'il y a encore des luttes qui sont à mener à ce jour. Et on ne voit pas comme l'année actuelle comme étant une finalité à l'exposition, c'est-à-dire qu'on ouvre vers le futur, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qui reste à faire justement pour atteindre l'égalité, finalement. Dans cette exposition, vous traitez non seulement de la contextualisation des luttes qui ont amené le Québec dans la réalité que nous connaissons aujourd'hui, mais vous faites également un bilan de ces luttes. Donc, sans dévoiler des pans importants de votre exposition, quels sont les gains et les pertes qui ont été enregistrés? Il y a beaucoup de gains, il y a beaucoup de pertes dont on fait référence dans l'exposition. C'est sûr que c'est impossible d'y répondre de long en large dans le contexte de cette entrevue-là.
Mais c'est intéressant que vous choisissiez ces termes-là, gain et perte, parce qu'on n'est pas dans une optique, comment dire, trop positive dans l'exposition. Donc, on célèbre pas juste les victoires, on rappelle aussi qu'il y a eu des difficultés. Des donc, reculs, ni plus Des ni moins. reculs, évidemment. Donc, peut-être que je pourrais faire référence au secteur femmes. Donc, en 1988, on a eu la décriminalisation de l'avortement grâce à l'arrêt Morgan Taylor. Oui. Donc, au niveau de la Cour suprême, ça, on considère que c'est un avancement au niveau de la société, au niveau des femmes. L'année suivante, on a le féminicide à la Polytechnique. Donc, c'était Événement assez tragique, un événement assez tragique. Donc, on n'essaie pas trop d'être idéaliste dans le narratif de l'exposition en parlant seulement des côtés positifs Donc, au niveau de la loi. On essaie d'être réaliste, exactement. Réaliste. Puis, en voyant les moments plus difficiles à raconter, ça permet aussi de raconter comment on a pu se rassembler et réaliser qu'il restait des luttes à accomplir, finalement. Parfait. Vous avez certaines activités secondaires et des visites commentées qui vont se tenir le 3, le 22 octobre, le 3 novembre, ainsi que le 5 et 10 décembre 2018. Quelles sont ces activités et quels invités vont être présents? Oui, vous avez raison, on a un bon programme de médiation qui complète finalement l'exposition. C'est une façon d'en apprendre davantage. C'est aussi une façon plus ludique de s'intéresser à un contenu qui est parfois académique ou un petit peu difficile. Donc, c'est des activités grand public, sont gratuites aussi. La prochaine activité qu'on va tenir à l'Écomusée, c'est une pièce de théâtre organisée par la troupe Centre Justice et Foi, donc le mercredi 3 octobre en soirée. On va aussi tenir une conférence de l'auteur philosophe Étienne Balibar qui s'intéresse davantage au secteur migration. Donc, ça va être le lundi 22 octobre. On va avoir une visite commentée de la part du commissaire, M. Éric Giroux, le samedi 3 novembre. Et bon, pour le reste des activités, j'inviterais les intéressés à consulter notre site web pour les détails et pour les lieux. Oui. Et en terminant, de manière brève, où peut-on voir cette exposition et jusqu'à quand? Donc, l'exposition est à l'affiche en ce moment, dès aujourd'hui, jusqu'au 3 février 2019 à l'Écomusée de Fermont. Okay, d'accord. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une exposition qui va être en tournée. Donc, elle va être présentée aussi au Musée de la culture populaire à Trois-Rivières jusqu'en septembre 2019. Et par la suite, elle va être exposée au Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli jusqu'en mai 2020. Quand même, exposition itinérante. Oui. Donc, bien, merci beaucoup, Catherine. Bien, merci à vous. Merci pour l'invitation. Parfait.